Ça fait 3 ans que nous essayons avec la Cuma, la grappe occitane, parce que je suis tout en Cuma sur le matériel. Nous essayons un peu d'installer des semences dans nos cultures et de mécaniser le moins possible les sols pour essayer de les régénérer. Voilà. On avait essayé la féverole depuis 2 ans, on mettait quasiment que de la féverole. Ça marche très bien, c'est vrai que c'est une plante qui lève bien, qui fait un côté vert, qui est assez facile à mettre en place. Voilà, bon après on a eu quelques problèmes un peu de rouille, ou alors sur certaines terres, des levées qui ne sont pas suffisamment denses par rapport peut-être à la pauvreté du sol. Donc du coup voilà, on essaye un peu plus d'autres variétés de semences, de faire des combinaisons pour essayer d'avoir un maximum de végétal, on va dire, qui soit suffisant pour pouvoir permettre un paillage. Voilà, donc on a essayé cette année, moi j'ai essayé 6 espèces de semences, fait 6 variétés. J'ai fait un rang 1 sur 2 féverole, colza, moutarde. Et l'autre rang, là où c'est que j'espère normalement garder le plus longtemps possible et essayer de rouler dedans, triticale, vesse et radis structurator. Voilà. Mis à part rajouter un peu de temps et un léger coup on va dire, de semences, non, au niveau récolte, au niveau, on va dire, même cette année le gel, j'ai pas été impacté plus que d'autres, même peut-être moins par chance, mais non, je n'ai pas eu de complications supplémentaires, on va dire, de concurrence en eau et tout ça, non, j'ai pas eu de ce problème à ce jour. Voilà, sur les 3 ans, j'ai pas eu de problème. Au niveau sol, je laboure pas un rang sur 2. Le fait d'avoir un paillage, c'est vrai que ça retarde énormément les levées des vivaces. Après, bon, on est quand même content de voir un peu de matière détruite naturellement, du végétal qui a séché sur place au lieu que de la terre nue. Je pense qu'au niveau garder l'humidité et tout ça, le paillage a quand même une bonne incidence. Puis au niveau j'ai les terres, par exemple, sur ce tenement-là de terre blanche, je sais que le soleil a tendance quand même à faire de la réverbération et à faire des coups d'eau chaude dans les vignes. Bon, ben, si on a du système végétal, je pense que ça peut avoir un effet. Et après, je trouve qu'esthétiquement, c'est plus joli dans une vigne qui est verte avec des enherbements qu'un endroit vide de terre avec des souches au milieu, quoi. Voilà, sur le principe, je préfère. Alors au tout début, c'était parce qu'en milieu on ne peut pas amener trop d'azote et que ça coûte assez cher. Donc du coup l'idée c'était d'implanter des féveroles pour amener de l'azote dans le sol. Voilà. Et après on a découvert donc, par rapport à des formations qu'il y avait moyen de le pousser beaucoup plus loin en fait et qu'il y avait un autre intérêt que simplement d'amener de l'azote, de redonner de la vie au sol, de mettre plusieurs espèces au lieu d'une et donc voilà, d'essayer de faire des paillages pour avoir moins de chaleur au niveau du sol en plein été, de garder l'eau et ainsi de suite. Après c'est globalement moins de travail sur l'exploitation puisqu'il y a quand même un rang sur 2 qu'on ne travaille pas, alors que quand on fait que labourer, que passer des cadres, si fait des années pluvieuses il faut quand même passer régulièrement, ben là en fait on fait un roulage une fois et puis on peut arriver au vendange. Bon, cette année, voilà, des mauvaises herbes s'étaient développées parce qu'il y a eu quand même quelques rosées, quelques petites pluies qui ont favorisé l'herbe. Donc il a fallu que je fasse juste un coup de tondeuse avant les vendanges. Mais globalement, en fait, je travaille en temps de travail, je passe beaucoup moins de temps et en temps de tracteur aussi. Donc c'est intéressant, très intéressant. Et pour l'instant, je maintiens les rendements, voire je les améliore. Donc pour l'instant, voilà, je continue, quoi. Ça, en espérant que voilà, la vie va reprendre le dessus. Et bon, normalement, l'idée c'est d'implanter des ferments et d'essayer d'accélérer un petit peu le processus, quoi. Il y a quelques années, je me suis dit, bon, de toute façon, ça part du sol. Et mon sol, il est dégradé, des taux d'humus très bas, plus de fertilité. Et donc, à part y amener de l'engrais et finalement faire une espèce de culture hors sol, quoi, et de l'irrigation, il n'y avait pas grand-chose. Alors je me suis dit, il faut commencer à aggrader les sols. Donc à les régénérer, à amener du vivant. Voilà. Et ce cheminement m'a conduit à me renseigner un petit peu plus. Alors bon, il y a eu la rencontre de Stéphane Essaoui. Et puis ensuite, comme beaucoup de monde, j'ai cherché un petit peu et j'ai rencontré par des vidéos, des conférences, Lucien Segui. Et ces gens-là, ils nous amènent quand même
un respect plus élémentaire du sol, c'est-à-dire que les mauvaises herbes, c'est plus les mauvaises herbes, hein, il faut faire avec, et si elles lèvent, c'est qu'il y a une raison. Il y en a beaucoup qui l'ont essayé, les couverts, et puis qui au bout de 3-4 années, ou ont arrêté, ou alors le non-labour ont arrêté parce qu'ils avaient une chute de rendement, mais on voit que souvent ils ne vont pas au bout de la démarche, et faire une action mais pas complète, c'est rien faire du tout, voire pire. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que c'est ce qui nous fait manger, qui fait vivre la famille. Donc prendre cette décision et aller dans ce sens-là, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut le faire par étapes. Moi j'ai essayé donc sur 3 hectares de vignes un peu vieilles et tout, c'est vrai, hein, mais de passer sur du non-travail du sol. D'ailleurs, c'est sur un terrain gélif, à côté j'ai un vionnier qui a tout gelé lui parce que je l'avais labouré, enfin parce qu'il travaillait normalement. Là où il y avait de l'herbe, finalement ça a beaucoup moins gelé, quoi. Ça a beaucoup moins gelé. Donc j'ai eu la plus belle récolte depuis ces 10 dernières années d'ailleurs. En fait, on a été formés, je pense qu'il y a au moins 2 générations d'agriculteurs qui ont été formés à faire de la culture hors sol. C'est-à-dire on savait cultiver sur du désert, c'est-à-dire jamais de plantes en concurrente avec la monoculture qui était la vigne. Surtout, voilà, ne pas laisser de plantes prendre le moindre goutte d'eau, pour nous, l'esprit dans lequel on était jusque-là. Et donc ça, on sait le faire, hein, donc des herbants, minéraux, voilà, toute la panoplie qui permettait de faire des cultures de ce type. Par contre, ce qu'on n'avait pas peut-être complètement conscience, si ce n'est ce taux d'humus qui se dégradait, c'est qu'on travaillait sur un précédent. Donc il y avait un taux d'humus qui existait par des systèmes anciens de culture et qui au fur et à mesure était dégradé, je dirais annuellement, par ce système de culture. Et globalement, ça ne pouvait pas fonctionner et ça ne peut pas fonctionner puisqu'on arrive à un système où on a un désert, plus de support humique et donc partant de là, il faut faire de la culture hors sol, quoi. Et je pense que c'est pas le propre de la culture vigne que de faire de la culture hors sol. Et ça, c'est vraiment ce deuxième point, je pense, qui a insufflé vraiment cette volonté d'aller plus loin, vraiment dans cette vision complète d'un sol sur lequel on exploitait jusqu'à maintenant 30% de la surface en vigne, quoi, hein. Mais maintenant, c'est vraiment se dire, cette surface complète doit être un capteur pour la photosynthèse, une espèce de panneau solaire, je dirais, complet, qui permet justement de capter ce carbone qui manque dans nos sols et qui est annexé, je dirais, dans l'air, quoi. Globalement, c'est un non-sens, voilà. Et c'est là où l'agriculture, je dirais, et la société en général vont s'accorder, puisqu'on va être, nous, des réservoirs à carbone, quoi. Parce que, au lieu, par exemple, sur des vignes cultivées sur des sols nus, des déserts, où on n'a que 30% de capacité à capter la lumière, là, on va travailler sur quasiment 100% du sol, quoi. Et avec une biodiversité très, très intéressante. Puisque bon, on a des soucis avec les bilans carbone et voilà, il y a le rapport 4 pour 1000 aujourd'hui qui est présent. Donc voilà, on a peut-être tout intérêt à essayer de se mettre en avant pour capter et dire qu'on capte l'azote, qu'on capte le carbone et essayer un peu d'inverser la tendance avec l'étiquette qu'on a aujourd'hui de pollueur, quoi. On est là aussi pour le bien global de la planète et je pense qu'on peut peut-être essayer de tirer notre épingle du jeu dans ce sens-là actuellement. Les couverts, bon, on arrive à trouver des graines pas trop chères. En fait, on ne passe pas par les revendeurs traditionnels, on passe par en direct avec des gens qui sèment, qui nous font soit du mélange, soit qui trient. Enfin voilà, il y a plusieurs réseaux parallèles et de semer, ça ne coûte pas, voilà, ça coûte pas très cher. Moi, pour avoir des graines en bio, je suis en plein cette année, je suis à 100 € de l'hectare. Donc voilà, c'est pas excessif, quoi. Comme on fait moins de passages aussi, il y a une économie qui est réalisée. Donc voilà. Après, il faut voir si à terme on va arriver, voilà, ne plus amener de la matière organique. Si on arrive à tout produire, vu le prix des engrais organiques aujourd'hui, ce sera vite très bénéfique.
On a fait le choix d'acheter le matériel en commun par l'intermédiaire de la CUMA. Donc le semoir, on l'utilise chacun en fait. Donc c'est très simple. Enfin, voilà, on fait notre mélange à part, on remplit le semoir et après on le pose dans la rangée, on roule et ça marche très très bien. On peut aller vite. Enfin, voilà, c'est facile de semer, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de semer à la bonne profondeur, la bonne quantité, avoir des bonnes graines et surtout que la pluie nous l'accompagne un peu parce que s'il peut pas du tout, ça lève pas. Enfin, moi j'avais une expérience de semis avec par exemple cette parcelle-là, avant qu'elle soit plantée, on avait essayé de la semer avec des semoirs de plein champ. Et en fait le semoir, c'était quelque chose de très vieux, il n'y avait pas de rouleau, il n'y avait rien qui rappuyait. En fait les graines restaient en surface et ça levait jamais bien, il y avait toujours des problèmes. Donc vraiment le semoir, à mon avis, c'est ce qui est le plus important, quoi. Nous on est en semi-direct, donc du coup ça permet en fait de semer sans retravailler la terre de l'année précédente. En fait, on peut semer directement dans le semis, même dans des sols durs. Mais ça, quoi qu'il en soit, ça sème, quoi. Donc ça c'est quand même vachement intéressant. Donc après le choix du semoir c'est primordial, je pense, parce que si on n'implante pas bien, il n'y a rien qui fonctionne correctement, quoi. Et c'est vrai que le semi-direct semble adapté à ce que nous on veut semer, quoi. J'essaye de faire des mélanges de plusieurs espèces. Donc moi cette année principalement, donc il y a de la céréale, avoine. J'ai de l'avoine, du blé, ensuite du sorgho, de la moutarde, de la vesse, de la fétuque. 2 types de vesse. L'idée en fait c'est de le rouler le plus tard possible, pour garder le maximum de paillage, de retour de carbone au sol. Voilà. L'important c'est ça. Moi je mets un amendement maintenant, donc de la fiente de poule. Cette fiente en fait c'est pas pour alimenter la vigne, c'est pour alimenter justement mon couvert, pour forcer mon couvert, faire le maximum de biomasse. Et plus j'aurai de la biomasse, plus j'aurai un retour au sol. Et le retour au sol se fera quand je le roulerai. Donc par le paillage, il y aura un retour d'azote, de carbone, et en plus ça libère les blocages. Des fois on a des feintes d'azote, des fois on a des blocages de potasse, de phosphate. Et là le fait d'avoir ça, ça minéralise. Et donc comme les nutriments, les micro-organismes, les bactéries vont travailler, vont elles favoriser l'assimilation et en fait éviter toute forme de blocage. Mais je pense qu'il faut déjà réduire les coûts et en réduisant les coûts, on s'apercevra d'autres possibilités en tout cas. Puis voilà, avoir un sol vivant, c'est un sol qui va durer longtemps, quoi. Parce que là, moi, quand j'ai commencé, on était à 2,5 points de taux d'humus. Maintenant, on est à 1 point. Un point, c'est stérile, quoi, le sol. C'est stérile. Donc il va falloir aggrader tout ça petit à petit. Là, on est dans les oliviers, on voit derrière des fèves-rolles. Bon, il y a toute une flore, une faune qui s'est mise en place. Et donc voilà, une biodiversité surtout. Parce que voilà, peut-être en 2017-2018, on a commencé à comprendre que la monoculture, c'était pas la solution. L'avantage de la vigne, c'est que pendant 6-7 mois, elle est en bois mort, quoi, elle est en repos végétatif. Donc toute cette période, ça nous permet aussi d'avoir une biodiversité, des plantes en fleurs, etc. Donc vraiment rentrer dans une agroécologie complètement différente, une vision que de toute façon la monoculture c'est pas la solution, c'est vraiment avoir un système avec beaucoup plus de plantes et donc beaucoup plus de vie, quoi. Voilà. La crainte des producteurs voilà, de vignes entre autres, c'est que pendant la période estivale, ça amène encore plus de stress hydrique. Et ce qui est totalement faux, quoi. Donc c'est là où je pense qu'il y a aussi ce côté proximité où les gens, certainement, plus on diffusera, plus les gens viendront nous voir pendant la période estivale, quoi. J'ai une partie qui est non irriguée et que je mène de la même manière qu'on faisait au départ, en rang sur 2. Justement avec ce sol couvert. Maintenant qu'ils vont passer en semis tous les rangs, avec un système de scalpage et donc qui seront coupés au printemps avant que la vigne redemande. Et pour l'instant, j'ai pas de différence non plus. Et je pense que là, c'est encore plus important parce que souvent ces zones non irriguées, c'est des zones d'appellation, c'est des zones où on fait des produits qui devraient être des produits complètement différents sur des sols vraiment agradés, avec vraiment une expression
importante du terroir, et ça ne peut se faire que de cette manière. Si vous avez un sol nu dégradé, je ne vois pas ce que le sol peut amener à la plante vigne, quoi.